C'est bon ? C'est bon. Ok. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, je m'appelle Marine Nisambert. Je suis la créatrice, la cofondatrice d'Originel et je suis éducatrice spécialisée dans le domaine de l'autisme depuis plus de 10 ans. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Avant de commencer, je voudrais peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'on fait là tous les deux dans ce studio. C'est un exercice un peu particulier parce qu'on est dans un épisode bonus qu'on a souhaité faire sous la forme d'un entretien ou d'une conversation. Et ça me semblait important de te donner la parole à toi, Marine, sur la longueur, pour expliquer ton parcours avec Originel. Si on utilise le tutoiement dans cet épisode, c'est parce qu'on se connaît bien, tous les deux. On est amis depuis le lycée. Moi, je suis réalisateur de documentaires sonores. Et on travaille ensemble depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur des podcasts consacrés à l'autisme, des témoignages sonores de parents d'enfants autistes, mais aussi de soignants. Et on a fait ça pour la société que tu as créée, donc Originel. Et pendant cet entretien, on va d'ailleurs régulièrement entendre des bouts de témoignages. Ce sont des extraits des 2 saisons qu'on a réalisées ensemble pour ce podcast qui s'appelle Atypique et alors. D'ailleurs, je voudrais commencer par ça. Pourquoi ce nom, Atypique et alors ? Alors dans la construction, quand on a cherché le nom du podcast, on a eu plein d'idées, je ne sais pas si tu te souviens. J'aimais bien cette notion d'atypique pour parler de la singularité de l'autisme, mais en même temps de montrer par le « et alors » que finalement on s'en fiche un petit peu de ce que pense la société et que chaque portrait a son histoire et c'est important de la raconter. Effectivement, ça revient souvent, cette notion du regard de la société sur le handicap, sur l'autisme. Et c'est justement pour ça que moi je me bats pour que ça soit le « et alors » soit reconnu dans la société. Alors évidemment c'est peut-être idéaliste et utopique de penser que c'est le cas, mais en tous les cas c'est ce vers quoi je tends et je pense qu'on est plutôt assez nombreux en tant que professionnels et parents à essayer de se battre pour que l'autisme soit une cause reconnue et que ça ne soit pas un handicap dans la vie de tous les jours et dans un quotidien. Pour eux, un enfant autiste, c'était un enfant, entre guillemets, malade, qui avait besoin de soins, point barre. Sauf que c'est aussi un enfant qui a besoin d'apprendre. Balthazar, il a une forme d'innocence, il a une forme aussi de fragilité qui ne fonctionne pas avec ce monde. Pour lui, la communication verbale, c'est inutile, je dirais. Si lui, il a cette liberté de ne pas rentrer dans les cases, pourquoi on va vouloir le mettre dans les cases à tout prix ? De facto, on est en combat tout le temps. On ne fait que des hypothèses en fait. Et on se questionne en permanence. C'est ça qui est épuisant aussi. Donc on culpabilise tout le temps quand je repars. J'ai toujours un nœud au ventre parce que je me dis merde, je suis en train de le laisser, il va rester encore un mois tout seul. J'en ai gros sur la patate à chaque retour. On est comme un trépied, on est 3. On est 2 gros pieds et on supporte le poids sur nous et on sera tous les 3 jusqu'au bout. C'est un peu un rayon de soleil, quoi. Donc si on l'avait pas, c'est vrai que la vie serait beaucoup moins rigolote, quoi. Mais je perçois en lui toute cette beauté. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une lumière à l'innocence. C'est une merveille, en fait, mon fils. Quand on le regarde, il suffit de s'arrêter 5 minutes ou de l'observer et se dire il y a plein de choses où je me dis mais Thomas, il a tout compris de la vie, quoi. Il faut vraiment aller vers l'extérieur et trouver les aides où elles sont, quoi. Nous, ce qu'on a à faire, finalement, c'est rien à côté de ce que lui, il fait tous les jours. C'était un peu particulier comme format aussi parce qu'on a donné la parole pas aux autistes directement. On a surtout donné la parole aux parents, puis ensuite aux soignants. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'était important de donner la parole à ces gens-là et pas à des autistes Asperger, comme c'est parfois le cas dans d'autres documentaires ? Au départ, on s'était dit, je m'étais dit,
Effectivement, quand on parle d'autisme dans la société, c'est à travers des reportages où effectivement on va aller interviewer des autistes Asperger, puisque ils ont beaucoup été médiatisés. Souvent, d'ailleurs, à tort, on les a érigés en super génies dans leur domaine, où ils excellent dans le dessin, dans les maths, dans l'informatique. Et pourtant, c'est qu'un petit pourcentage du panel que représente le trouble du spectre autistique. Et surtout, rarement on donnait la parole aux parents. Il y a problème sur la scolarisation, le droit à l'accès du coup à l'école. Il y a les problématiques du diagnostic, si on repart aux fondamentaux. Les temps d'attente qui sont encore parfois de plusieurs années avant d'avoir le droit d'avoir un diagnostic. L'acceptation, le fameux regard de la société aussi en tant que parent. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il y a les difficultés sur les apprentissages, vers l'autonomie, la parole. Voilà, donc il y a toutes ces difficultés-là qui sont très bien expliquées par l'ensemble des parents qu'on a interrogés. Quand on parle des parents dans le paysage médiatique, ça va être un parent s'est battu pour que son enfant ait le droit à la scolarité en faisant une grève de la faim ou en s'exposant sur un sujet précis. Mais on n'a jamais cette vision globale comme je viens de l'expliquer. J'ai rarement entendu dans les médias un parent qui dit « Alors oui, c'est compliqué, je ne vais pas vous mentir, c'est fatigant de se battre au quotidien, mais regardez en même temps ce que ça apporte aussi de très beau. Moi, avec mon enfant... Je travaille de telle façon, il m'a ouvert les yeux sur tel sujet, je me sens plus grandi. » J'ai rarement entendu ça dans les médias. Je vais te poser une question très simple, mais ça me paraît important de la poser au début. C'est une question qu'on a posée à quasiment tout le monde dans ce podcast. C'est quoi l'autisme ? Alors, la définition de l'autisme, donc un trouble du neurodéveloppement, donc c'est des personnes qui sont touchées par l'autisme qui vont avoir du mal à reconnaître les émotions, à exprimer leurs émotions, à communiquer tout simplement, qu'ils soient verbales ou non verbales, et à sortir de ce qu'on appelle leur bulle, leur monde, pour essayer de comprendre notre société qui a des codes parfois pas très simples à comprendre. Maintenant, pour moi, l'autisme, c'est juste une autre façon de voir le monde. C'est quoi leur monde, justement, d'après toi ? Alors, chacun a son monde, et leur monde, c'est juste vivre selon ses besoins, ses capacités, sans chercher à rentrer dans un moule. Donc, le moule, on leur impose et on travaille dessus parce qu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, la société est très excluante avec tous ceux qui sont en marge. Mais pour moi, c'est cette facilité de se dire « j'ai faim, je vais aller chercher à manger ». J'arrive pas à le demander ou à l'exprimer, et je vais aller le chercher dans un placard, tout simplement. Je rentre dans une pièce, j'ai pas nécessairement besoin de dire bonjour à l'ensemble des personnes qui vont se trouver dans la pièce, parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Les gens ont bien vu que j'étais là, que j'étais présent, j'ai remarqué qu'il y avait du monde, c'est aussi simple que ça. Et pour moi, je trouve que ça rapporte... en tous les cas, on gagnerait beaucoup, je pense, à parfois un petit peu rentrer dans leur monde et à penser comme eux. Comment est-ce que toi, tu as rencontré l'autisme ? Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie ? Alors, c'est difficile parce que c'est une question qu'on me pose souvent et je pense qu'on la pose souvent aux travailleurs sociaux. Moi, dans mon cercle, mon noyau familial, amical, toute petite, il y avait un jeune qui était un enfant des amis de la famille que j'ai toujours côtoyé et avec qui il y a toujours eu une connexion, un lien. Il était non-verbal, il l'est toujours d'ailleurs, mais... il y avait cette connexion où moi, par mes yeux d'enfant, je ne voyais pas tellement la différence et ça se passait bien. Comment tu la décrirais, cette connexion ? Cette connexion, c'est l'absence de différence pour moi. Je ne voyais pas la différence chez cet enfant puisque, de toute façon, on avait plus ou moins le même âge et puis qu'on devait avoir les mêmes centres d'intérêt à ce moment-là et que ça s'est très bien passé. Et contrairement aux adultes présents qui, eux, certainement devaient voir la différence de développement entre nous, moi, je ne la voyais pas. Donc, c'était assez simple. Maintenant, de là à dire que c'est ça qui m'a poussée, je ne pourrais pas le dire. Peut-être que très profond en moi, ça a marqué quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours voulu travailler dans le social, dans le domaine du social, aider l'autre comme je le pouvais. Et après, ça avait été une rencontre professionnelle. Donc, je travaillais... dans le domaine du handicap,
accompagner des enfants avec plusieurs types de handicaps, qu'ils soient moteurs, psychiques, des personnes atteintes de trisomie, des personnes dites invalides, donc en fauteuil. Et il y a eu un petit garçon autiste, et pareil, rebelote, un lien assez unique, assez fou. Et là, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, tiens, quand même, j'ai l'air d'avoir quelque chose pour rentrer dans leur monde et comprendre. Ça vaudrait peut-être le coup que je me renseigne et que je me forme. Ça marchait bien, ouais, c'est ça. Pareil, à nouveau, c'est difficile de trouver les bons termes, mais ça matchait. Il y avait une compréhension mutuelle qui était pas si dure pour moi. Passer le stade de ah tiens, il parle pas, comment on peut communiquer? En fait, c'est un peu comme quand on va dans un pays étranger et qu'on ne parle pas cette langue-là, et ben on va se débrouiller, mais on finira toujours par se faire comprendre, que ce soit par les gestes, par une association de plein de mots un peu connus. On va pointer, on va peut-être montrer des images, on va se débrouiller. Et ben on le fait assez naturellement quand on n'a pas le choix et qu'on y est confronté. Et ben moi c'est pareil. Je crois que ce qui me touche beaucoup dans l'autisme, c'est ce côté combattre une injustice. Alors beaucoup peut-être se diraient oui, le handicap évidemment c'est injuste par définition, mais c'est des personnes qui n'ont, alors quand en plus elles sont non-verbales, c'est d'autant plus accentué, mais qui n'ont pas cet accès à... Ils n'ont pas de voix pour exprimer leurs besoins, leurs ressentis. Et je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de pouvoir non pas parler à leur place, en tous les cas, j'espère ne pas le faire, mais d'essayer de me dire, ok, il faut que la société comprenne qu'il y a une autre forme de langage, d'autres formes de communication, d'autres façons de penser, et c'est pas grave. Et si moi, je peux faire la jonction, ce petit trait d'union entre les personnes autistes que j'accompagne, les familles et le reste de la société, et ben, c'est un rôle qui me plaît bien parce que j'ai l'impression de quelque part de défendre leurs droits et de leur donner un accès à un peu plus de douceur dans ce monde qui parfois n'est pas très accueillant. Du coup, pour que les choses avancent, il faudrait aussi peut-être favoriser des rencontres avec des personnes. Enfin, c'est vrai que moi, si j'avais pas fait ce podcast aussi, je pense que j'aurais jamais rencontré de personnes avec autisme, et j'ai été sensibilisé personnellement grâce à toi et grâce à cette opportunité d'aller rencontrer autant de parents, autant de soignants. Et ça me fait penser à ce qu'un des parents nous a dit à un moment, qui nous disait, mais il faudrait, en fait, pour que les choses avancent vraiment, il faudrait qu'un ministre ou un président ait un enfant autiste, mais pas son cousin. Ouais, il faut être confronté soi-même pour qu'effectivement la cause, les droits des personnes autistes soient reconnus, qu'il y ait des personnes pour défendre, sensibiliser. Effectivement, c'était assez marquant cette phrase, puisque je pense que ça va beaucoup passer par ça. Et après, je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place. Effectivement, des rencontres, le milieu associatif, malgré tout, est là pour essayer de tisser un lien et d'informer et de sensibiliser. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Et je pense que ça passe par les rencontres. Dans les rencontres qu'on a faites, il y en a une qui nous a particulièrement marqué tous les deux, c'est Thierry. La différence, il faut l'accepter. D'abord, la différence, c'est la faute à personne, c'est comme ça, ça vous arrive comme ça arrive à n'importe qui. Et il faut comprendre que Julien, en fait, c'est pas de sa faute non plus. Il faut l'aider à vivre le mieux possible, dans un environnement le plus adapté possible. Alors Thierry, c'est le fameux papa de cet enfant autiste que j'ai côtoyé dans mon noyau familial et amical. C'est comme ça que je l'ai rencontré, donc d'aussi loin que je me souvienne, je connais Thierry. C'est un ami de la famille. Et c'est comme ça, voilà, tout simplement que je l'ai rencontré. Je connais évidemment très bien son parcours. C'était une évidence d'aller interroger Thierry. Quand on le rencontre dans le podcast, donc on est avec lui dans sa voiture, en train d'aller jusqu'en Belgique, là où il va retrouver son fils Julien, qui est pris en charge dans un institut là-bas. Et on a fait toute l'interview pendant ce trajet. Ça paraissait une situation assez intéressante. Et à la fin, on va retrouver Julien. Pourquoi est-ce que sa situation à lui, selon toi, elle est particulièrement symbolique du problème qu'il existe en France sur la prise en charge ? Alors elle est symbolique déjà parce que c'est évidemment pas un cas isolé, la situation de Thierry, malheureusement. On a des initiatives en France qui permettent aux enfants
en bas âge, des enfants assez jeunes, d'être pris en charge dans des structures, dans des institutions, même si là encore il y a un vrai manque de place. Mais quant à la situation des enfants qui deviennent adolescents puis adultes, là il y a vraiment un vrai fossé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui existe. Et Thierry, lui, il a été confronté à cette situation. Il a dû emmener son enfant, donc Julien, en Belgique, dans une structure qui avait de la place, qui ont pu l'accueillir. Et cette situation, elle est hyper représentative de milliers de parents en France. Qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là pour mon enfant ? Est-ce que ses frères et sœurs vont pouvoir prendre la relève ? Est-ce que lui va bien être traité ? Est-ce qu'il aura un nouveau chez lui dans lequel il pourra se sentir bien ? Et c'est vrai que c'est très représentatif de la situation des adultes autistes en France. On culpabilise tout le temps quand je repars, j'ai toujours un nœud au ventre parce que je me dis merde, je suis en train de le laisser, il va rester encore un mois tout seul, il a absolument besoin de nous, donc mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, donc on n'a pas le choix, il faut rentrer, donc je rentre, mais vraiment j'en ai gros sur la patate à chaque retour. Tous les jours, je vais penser à mon Juju, donc à chaque fois, je vais repenser, quand je rentre comme ça, je vais repenser à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit il y a 2 jours, il y a 3 jours, puis après ça s'estompe. Il y a des gens qui vous aident quand même à vous défaire de ce sentiment-là. Non, quand on est tout seul, après, non. Puis bon, toutes les autres, tous mes copains, tous mes amis ont leur vie, donc puis je vais pas les enquiquiner avec ça. C'est ma croix. Je suis content quand il est souriant, c'est agréable, quoi. Ça veut dire que ça lui fait plaisir, ça veut dire surtout qu'il est vachement plus conscient que ce qu'on veut bien le faire croire, quoi. Enfin, dans sa tête, c'est quand même bien organisé pour savoir me reconnaître, enfin savoir que je vais venir. Là, ça fait 1 semaine qu'il sait que je vais venir, donc je suis content de le voir. Quand on parle des autistes, on dit tout le temps qu'ils sont dans leur monde. Mais leur monde a quand même plus souvent leur monde est en connexion avec le nôtre que pas du tout. Enfin, c'est pas que nous qui faisons la démarche d'aller dans le monde des autistes, mais les autistes aussi. Enfin, Juju, je vois bien qu'il fait quand même des efforts pour être avec moi, quoi. Juste une autre perception de la réalité, en fait. Ouais, mais ça, il n'y a que les parents qui peuvent s'en rendre compte. Enfin, je trouve. L'autisme en France, ça touche 700 000 personnes. Ça correspond à une prévalence d'une naissance sur 50. Donc c'est un vrai sujet de société, malgré ce qu'on explique là, où à mon sens ce n'est pas encore assez connu, reconnu et médiatisé. En tous les cas, c'est un vrai sujet de société. Les 700 000 personnes, c'est des personnes qui ont été diagnostiquées, qui sont reconnues. On imagine qu'il y a encore beaucoup de personnes touchées par l'autisme qui n'auraient pas de diagnostic posé. Il n'y a pas suffisamment de place, ça c'est une certitude. Les approches globales pour accompagner les personnes touchées par l'autisme se mettent en place à l'initiative des parents, des associations, pour essayer de combler ce déficit de place, mais ça reste insuffisant pour l'instant. Il y avait cette phrase de Thierry qui était très frappante. On ne se rend pas compte parce qu'on pourrait se dire Julien, c'est un jeune homme de plus de 20 ans. Certes, il ne peut pas parler, mais bon, voilà, peut-être qu'il pourrait vivre avec son père et tout. Et en fait, Thierry nous dit non, il a 20 ans, mais il ne peut pas se prendre son bain. Se laver les dents, ça commence à aller, mais c'est compliqué. Il ne peut pas manger tout seul, il ne peut pas se laver tout seul. Et là, on se rend vraiment compte de ce que c'est au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, pour quelqu'un comme Thierry, qui en plus est veuf, c'est une charge énorme. Enfin, il a besoin d'aide, quoi. Veuf, il a 2 autres enfants dont il doit s'occuper également. Effectivement, comme tu l'as dit, au quotidien, c'est à la fois une charge mentale et une charge aussi, puisqu'il faut accompagner dans tous les gestes de l'autonomie. Souvent, ce qui se passe, malheureusement, c'est que quand il y a la chance d'avoir un couple encore présent, c'est un des 2 parents qui va devoir s'arrêter de travailler pour pouvoir accompagner son enfant et devenir un aidant à part entière. Il y a aussi les troubles du comportement qui peuvent être très importants. Quand intervient l'adolescence, souvent c'est un moment charnière jusqu'au moment
de devenir adulte. Et donc, cette violence du quotidien, elle n'est pas possible à supporter pour un parent. C'est pas forcément des personnes qui sont formées, habilitées pour savoir gérer les troubles du comportement. Mais l'autre question qui se pose, c'est qu'a priori, les parents, dans l'ordre des choses, sont amenés à disparaître avant leurs enfants. Et que deviendront-ils si jamais ils les gardent au domicile ? Et même quand on trouve une place en Belgique, déjà c'est compliqué parce que ça pose des questions sur l'éloignement, des choses comme ça, mais c'est pas forcément gagné. Là, tu me disais, avant qu'on enregistre, que tu as eu des nouvelles récentes de Thierry et de Julien. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui se passe maintenant ? Donc, Julien a visiblement commencé à avoir des troubles du comportement assez importants. Et du coup, la structure dans laquelle il était ne veut plus l'accueillir. Et Julien, pour l'instant, est en hôpital psychiatrique. Donc, évidemment, le papa se bat pour que cette situation ne perdure pas et pour trouver une solution intermédiaire. Mais pour l'instant, Julien est en hôpital psychiatrique puisque aucune structure ne sait le gérer ou n'accepte de le gérer. C'est pas la place d'un enfant ou d'un adolescent ou adulte avec autisme. On ne traite pas la maladie de l'autisme, c'est un handicap. Alors, qu'est-ce que ça change ? C'est que dans la notion de maladie, on peut avoir parfois une notion de guérison par le médicament, ce qui n'est absolument pas le cas dans le cas de l'autisme, puisque c'est un handicap. On peut progresser, on peut gagner en autonomie, comme une personne aveugle va pouvoir trouver des systèmes alternatifs pour pouvoir se déplacer et être autonome. Et ben, dans l'autisme, on va essayer d'enseigner aux enfants, leur donner les outils pour qu'ils puissent ensuite s'adapter dans leur quotidien et gagner en autonomie. L'autre difficulté importante quand on est en hôpital psychiatrique, c'est qu'on va être surmédicamenté. Donc, c'est ce qu'on appelle la camisole chimique. Et ça permet de ne pas avoir à les gérer. Donc, les personnes sont mises un petit peu dans un coin et n'embêtent plus personne. Et du coup, on se retrouve dans une situation où il y a des millions d'enfants qui sont comme ça laissés à l'abandon dans des hôpitaux psychiatriques où il n'y a pas de soins particuliers ou d'apprentissage de l'autonomie ou de programmes d'apprentissage tout simplement. Et cette notion de justement voir l'autisme comme un handicap et pas comme une maladie, moi je me suis rendu compte en enregistrant les parents et les soignants que c'était quelque chose d'hyper central pour avancer. Où est-ce qu'on en est d'après toi en France par rapport à ça ? Est-ce qu'on voit encore beaucoup ça encore comme une maladie et avec toutes les dérives que ça entraîne ou le regard commence à changer ? Alors le regard commence à changer, particulièrement du côté des professionnels habilités à poser des diagnostics. Pendant très longtemps, le courant psychanalytique était très présent dans la pose de ces diagnostics et pointait du doigt les mamans, les parents au sens large, comme étant les premiers fautifs du handicap de leurs enfants. Ça, c'était évidemment problématique. Aujourd'hui, la HAS, la Haute Autorité de Santé, est catégorique pour ceux qui auraient encore un doute, même si ça fait plus de 50 ans qu'on a zéro doute. Ce n'est absolument pas de la responsabilité des parents. Ça, c'est important de le souligner, de le préciser. Malheureusement, je pense qu'il y a encore quelques professionnels qui traînent par-ci et par-là et qui sont responsables de cette culpabilisation et de cette destruction du noyau familial, parce que c'est pas exactement la même forme d'acceptation quand on dit vous êtes le responsable versus votre enfant est atteint d'un handicap, d'un trouble, mais il y a des solutions pour l'accompagner, pour lui permettre de se développer. C'est pas exactement la même acceptation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu chez un couple, Galad et Teresa, qui est un couple que tu connaissais aussi, qu'on est allé enregistrer un soir chez eux. Et on s'est rendu compte que cet état de jachère totale sur les différentes méthodes de prise en charge, où étaient complètement perdus, ça avait des répercussions énormes sur leur couple, puisqu'il n'y avait pas d'unanimité sur ce qu'il fallait faire pour aider leur enfant. Eux n'étaient pas d'accord non plus entre deux sur ce qu'il fallait faire et ça créait énormément de tensions, notamment suite à la consultation d'un spécialiste qui avait accusé la mère, Teresa, d'être responsable de l'autisme de son enfant. C'est ça, dans la construction, il y a eu cette accusation qui a été un bouleversement terrible dans ce couple et pour Teresa, évidemment, pour le papa aussi. Et ensuite, il y a eu quelle méthode choisir, quelle approche choisir. Il y a encore tout un trou, un flou, j'allais dire artistique, mais un flou en tout cas sur les méthodes choisir. Et tout simplement, ça vient du fait que chaque enfant est unique. Il a des besoins et des capacités qui vont être différentes d'un enfant à l'autre. Il faut s'adapter.
Je pense qu'au lieu de choisir une méthode et ne prêcher que pour cette paroisse et mettre en place une méthode tout d'un coup dans laquelle on va s'engouffrer, ce qui est intéressant, c'est de voir le paysage des nombreuses méthodes et approches qui existent, et puis de composer en fonction des besoins de son enfant. Donc, les professionnels sont de plus en plus formés, de plus en plus conscients qu'il faut sensibiliser les parents, les remettre aussi au milieu de la prise en charge. Parce que pendant très longtemps, on les a exclus en disant vous êtes les parents, c'est bien, mais vous n'y connaissez rien, vous ne connaissez pas votre enfant, vous ne connaissez pas l'autisme, laissez-nous faire, ça va aller. Et voilà, et ça, il faut se battre aussi. Le parent est le premier aidant de son enfant, et c'est important de le replacer dans la prise en charge, sans l'étouffer non plus, puisqu'il a besoin de liberté et de souffler, mais c'est important de remettre le parent dans la prise en charge. Il y a beaucoup d'opposition entre Teresa et moi, mais quand même, il y a quelque chose, c'est que tous les deux, on combat. Oui, et c'est ça que je voulais dire avant d'arriver à l'argent. C'est que voilà, il y a son rapport organique qui s'en fout de diagnostic, de ce qu'on dit à Balthazar, et c'est une vision que je trouve, je suis assez admirative parce que il combat et il amène son fils qui pleuve au pas à la natation, à l'escalade, et ça demande un effort physique de dingue. Enfin, tout, Galad, c'est un rouleau compresseur, il met tout en place d'une façon avec... Mais de mon côté, j'observe beaucoup mon fils. Il y a quelque chose plus de l'acceptation. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que notre fils il évolue, mais ça veut dire qu'on l'aime quoi qu'il arrive. C'est comme les mères... dans les prisons, les criminels, c'est toujours les mères. On voit toujours les mères qui vont visiter leurs enfants et pas les papas, les travelots, les marginaux. C'est toujours, on voit plus les mères qui sont là. Mon objectif numéro 1 pour Balthazar, c'est qu'il soit heureux. C'est tout ce que je veux. Ah bah il est heureux, c'est pas qu'on le voit heureux, c'est qu'il est heureux, et donc ça c'est... il est bien dans ses baskets. Hein. Il est ultra bien dans ses baskets, donc ça c'est cool quoi. C'est-à-dire qu'on sait que... Tranquille. Donc autour de ça, il nous apporte une certaine forme de sérénité. Je pense qu'il y a des enfants autistes qui ont peut-être qui peuvent parler, mais qui sont dans une violence, qui peut apporter quelque chose de très dur pour les parents. Nous, on vit une chose qui est très très dure autour de Balthazar, et il a aussi une certaine forme d'hyperactivité qui va dans tous les sens et tout, mais finalement, ça reste une bonne patte quand même. Je pense que malheureusement, parce que je le déplore, mais les parents qui avancent vite, c'est les parents qui acceptent qu'en fait, il n'y aura pas de modèle unique, qu'il faut qu'ils inventent leur modèle, que ce n'est pas de leur responsabilité et qu'il ne faut rien attendre des autres. Il faut construire selon sa perception, selon ses idées. Et comme n'importe quel parent, peut-être qu'il y aura des erreurs qui seront faites, mais il n'y a pas de raison que le parent qui a un enfant avec autisme ait plus de responsabilité quant à l'éducation de son enfant qu'un autre parent d'un enfant neurotypique. Je connais dans mon cercle familial et amical aucune personne qui peut dire avec certitude « mes parents, de A à Z, l'éducation était parfaite ». Ça n'existe pas. Donc il faut arrêter de culpabiliser les parents qui ont un enfant avec autisme. Essayez, renseignez-vous, écoutez les témoignages des uns des autres, et puis après il faut y aller, il faut se lancer, et ça sera peut-être perfectible, mais en tous les cas, il faut y aller. Toi, c'est ce que tu essayes de faire finalement dans ton métier, à la fois en tant qu'éduc, quand tu interviens auprès de familles, mais aussi avec Original, de proposer des solutions sur mesure, en tout cas de donner de l'écoute et aussi des ressources. J'essaye en tout cas d'accompagner. Je pense que déjà pour accompagner un enfant, il faut d'abord comprendre la problématique des parents, de savoir où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils sont capables de mettre en place, d'accepter. Sinon, ça ne sert à rien. C'est contre-productif d'arriver avec des grandes idées en disant « je vais apprendre à écrire à votre enfant ». Ça va nécessiter 35 heures par semaine d'apprentissage où vous allez devoir arrêter de travailler, arrêter de respirer pour mettre cet apprentissage en place. C'est complètement utopique et ça sert à rien de croire que ça peut fonctionner. Si le parent n'est pas en mesure de réceptionner ça, c'est trop lourd pour lui. Donc c'est effectivement une combinaison entre qu'est-ce que le parent est en mesure de faire, d'accepter, qu'est-ce qui correspond le plus aux besoins et aux capacités de l'enfant, et ensuite de faire des propositions.
Des propositions que la famille doit valider. Moi, j'essaye de ne jamais rien imposer aux parents. Je peux recommander selon mon prisme, mais il ne faut rien imposer aux parents. L'une des choses principales qui, moi, m'a frappé en ayant rencontré une dizaine de parents, c'est le sentiment de solitude. Et à quel point ils avaient besoin de parler, même à chaque fois qu'on allait les rencontrer, on terminait d'enregistrer, on éteignait le micro et on restait à boire un café 1 heure, 2 heures de plus à chaque fois, parce qu'il y avait un tel besoin de parler, d'écoute, qui était très fort et très touchant aussi. À quoi c'est dû selon toi ? L'autisme, le handicap, ça isole. Combien de témoignages, comme tu le dis, quand on coupe le micro et qu'on discute, des parents qui nous expliquent qu'au départ, ils continuaient à sortir dans des cafés, à essayer de maintenir une vie sociale, et puis leur enfant, par sa différence, a suscité des regards de la société, et du coup, par malaise, par peur de déranger, les parents progressivement arrêtent de sortir, n'osent plus solliciter l'entourage proche, même combien de familles, on en a aussi rencontré une, qui nous expliquait que l'entourage familial n'a pas compris, et du coup, même là, il n'y avait pas de cette ressource familiale, ce noyau familial pour accompagner les parents avec cet enfant. Et c'est aussi pour ça que leur donner la parole dans les portraits, c'était hyper important qu'ils aient cette possibilité de dire voilà ce que c'est mon vrai quotidien. Je m'appelle Dylan, je suis le frère de Pearl. J'ai 15 ans et demi, je suis en première. Quand par exemple il y a des copains qui arrivent et qui connaissent pas votre situation familiale, tu leur dis quoi ? Je leur explique ce que c'est que l'autisme s'ils le savent pas. C'est un trouble mental, que je leur dis que c'est normal qu'elles disent des choses pas sensées ou que ce soit pas logique ce qu'elle dit. Puis qu'elle peut avoir un comportement que les gens qu'ils ont jamais vécu du coup, et puis ils comprennent très facilement. C'est comme si elle avait un planning dans la tête, c'est comme si elle avait une horloge, elle est très autonome, oui. Elle a une heure particulière à chaque fois. Elle répète oralement et elle répète physiquement. Genre quand on la touche quelque part, il faut absolument qu'elle me le fasse. Parce que comme je suis pas un adulte, elle se dit on est pareil. Du coup, elle peut le faire à moi et pas aux adultes, parce qu'elle dit toujours c'est les adultes qui décident, voilà. Et puis oralement, quand on lui dit un truc, évidemment, elle le garde dans sa tête jusqu'à ce que je rentre et puis elle le répète. Déjà, elle a pas parlé jusqu'à ce qu'elle ait 4 ans. Puis après, elle parlait pas ultra bien, elle faisait surtout des bruits. Et puis elle a commencé à lire, même si elle lit toujours assez doucement, elle lit. Elle écrit maintenant, elle fait beaucoup rire aussi avec ses phrases bizarres. Et maintenant, elle est autonome. Maintenant, je vais manger cette tarte, je vais rigoler. Ah oui. Ouais. Hier, tu rigolais en mangeant ta tarte. On sait pas pourquoi. Mais elle était pétée de rire et je n'ai jamais su pourquoi. Ça, c'est très drôle. Elle rigole pour rien. Elle rigole vraiment pour rien. Comme maintenant. C'est la question, elle est vite posée. Heureuse. Vraiment tout le temps. Sauf parfois, elle s'énerve quand elle est vraiment concentrée sur quelque chose et qu'on lui dit de faire autre chose. Elle s'énerve, mais c'est juste pendant 5 minutes. C'est la colère vive. C'est très rapide. Je dirais, parfois on se fight, je dirais que c'est normal, mais je trouve que notre relation, on est très proches. On va dire ça, comme je suis son bouc émissaire, évidemment ça nous rapproche aussi plus. Donc voilà, c'est comme ça que je décrirais notre relation. C'est très fusionnel entre eux quand même. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez ta sœur ? Son originalité. Elle est unique. Unique. Donc c'est... ma Pearl. Ouais. Il y a aussi des fois où ça se passe bien. Il y a un témoignage hyper positif qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'est un des rares dans la saison qui dégage cette énergie-là, celui de Alicia et de sa fille Pearl. Est-ce que tu peux expliquer
pourquoi dans ce cas-là ça donne en tout cas l'impression de se passer particulièrement bien? Alors cette impression on l'a parce que déjà comme tu dis la maman Alicia est super lumineuse, elle est très solaire, elle dégage une force de caractère. Moi pour le coup c'est pas une famille que j'ai suivie, ni Pearl ni la famille, c'est une personne qui nous a contactés dans le cadre du podcast et qu'on avait très envie d'aller interviewer aussi, puisque c'était un parcours différent de ce qu'on avait pu déjà enregistrer. On sent que son parcours a été semé d'embûches comme beaucoup d'autres parents, mais qu'elle a réussi à en tirer une force de caractère, c'est une personne pleine d'amour pour son enfant et qui a tout donné pour que son enfant soit inclus à l'école, qu'elle ait un bon accompagnement. Et moi, ce qui m'avait marqué dans ce portrait, c'était son frère, qui avait un regard tellement bienveillant sur la différence de sa sœur, tellement protecteur et en même temps très encourageant sur l'avenir. Mais c'est aussi, moi en les rencontrant, ça m'a fait prendre conscience que une fois que tu dis mon enfant est autiste, en fait ça veut rien dire, qu'il y a plein de formes d'autisme différentes et que les familles ne sont pas égales face aux différentes formes d'autisme. Effectivement, Pearl était atteint d'une forme beaucoup moins sévère que Thomas, un des tout premiers qu'on avait rencontré, qui parlait pas du tout, qui était assez violent par moments, où on ne pouvait pas du tout entrer en relation avec lui. Et je me demande un peu, ça doit susciter aussi des inégalités entre familles, ça, non? Ah bah il y a beaucoup sur les communautés, puisque je suis très active sur les différentes communautés de parents qui ont besoin de témoigner, de partager leur expérience du quotidien. Et je peux lire hyper régulièrement des mamans qui vont expliquer que leur jeune fils Asperger lui a mené une journée hyper difficile, qu'elle n'en peut plus, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin d'écoute et d'empathie des autres parents. Et d'autres parents qui vont réagir parfois de façon très véhémente en disant excusez-moi, mais chacun ses problèmes. Votre enfant, il parle, vous me parlez d'une journée difficile parce qu'il a refusé de manger ses pâtes. Moi, ma journée difficile, c'est mon enfant qui a détruit un meuble de salle de bain, qui a failli se couper avec les éclats de verre et on a failli finir aux urgences. Donc oui, il y a des inégalités, ça c'est sûr. Il peut y avoir de temps en temps un peu d'animosité parce que je pense que la tristesse, la douleur, ça peut amener sur de la colère. Mais globalement, chaque parent sait normalement que chaque forme d'autisme, chaque degré, amène son lot de difficultés. Et donc il y a quand même ce regard bienveillant globalement entre parents qui comprennent que c'est pas parce qu'un autiste est non-verbal qu'il va forcément être plus dur dans le quotidien qu'un autiste verbal, mais qui va nécessiter qu'on l'accompagne, qui n'amène aucun temps de répit. Enfin, vraiment, il y a des formes différentes et ça, tout le monde le comprend bien. Les formes sévères d'autisme, c'est une réalité qu'on ne connaît pas du tout dans le grand public. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'avais vu certains films, Rain Man qui revient souvent, et ça a un peu changé avec le film Hors Normes récemment, où on commence à avoir des représentations dans la majorité des cas, en fait, l'autisme, c'est ce que tu dis, voilà, quelqu'un qui se tape la tête contre les murs, qui a beaucoup de qui est très violent. Et est-ce qu'il y a aussi un besoin de donner, en tout cas de représenter toutes les formes de l'autisme aussi? Toutes les formes, et surtout que les autistes dits sévères, même si c'est un terme qui ne me plaît pas toujours, mais c'est la majorité. Les autistes type Asperger de haut niveau, représentés par des Rain Man, des petits génies, finalement c'est qu'un très faible pourcentage. Malgré leur habilité dans des domaines super impressionnants, eux aussi ont leur lot de difficultés. On parle souvent de l'autisme comme un handicap invisible, et c'est encore plus vrai pour un autiste de haut niveau, puisqu'il a une capacité à communiquer, à être verbal, qui va pouvoir, pourquoi pas, se professionnaliser dans son domaine. Et on a encore moins de tolérance et d'acceptation quand il va y avoir des gestes particuliers ou quand à la machine à café, il va pas dire bonjour. Donc, parfois, c'est aussi un quotidien qui, en tous les cas, qui doit être représenté comme les autres. Mais là où ça change, et tu l'as très bien dit, c'est des représentations par des films type Hors Normes qui, pour la première fois, mettaient en avant ce que c'est que les autistes très sévères pour les parents, le constat aussi de la société sur le manque de prise en charge et de place dans les institutions. Donc ça, c'était une vraie représentation. Et puis aussi, par la même, il y avait le
les métiers de l'aidant, donc au sens large. Qu'est-ce que c'est qu'être éducateur? C'est pas juste boire des cafés ou être Pascal le grand frère comme c'est représenté pareil dans les médias. C'est un prisme et un champ qui est hyper large. La plupart des parents qu'on a rencontrés, que ce soit Thierry, Galad et Teresa, Alicia, c'est des gens qui ont de l'argent, pas forcément beaucoup, mais qui en ont un peu. Tout ce qu'ils font, Galad et Teresa dépensent plusieurs milliers d'euros chaque mois pour la prise en charge de Balthazar. Thierry a les moyens de payer un centre en Belgique, de s'y rendre en voiture régulièrement. Comment ça se passe pour des familles au RSA, des familles sans emploi, des mères seules avec très peu de ressources qui n'ont pas forcément non plus les moyens administratifs et le réseau pour solliciter des aides, pour se battre avec beaucoup d'énergie? C'est évidemment très difficile. Et moi, je me souviens particulièrement d'une famille qui m'a beaucoup touchée à l'époque, que j'avais commencé à accompagner donc, en libéral au domicile, et qui a arrêté la prise en charge un jour. Donc, je me suis beaucoup remis en question. Je me suis demandé si c'est par le lien que j'avais établi avec son enfant, le lien direct avec la famille. Et en fait, j'ai très rapidement compris que c'était pour des raisons économiques. Elle ne pouvait plus me payer. Donc on a pu se réajuster, j'ai baissé mon salaire parce que c'était très important, la demande de cette famille. Il n'y avait pas d'autres prises en charge. Et donc pour ces familles-là, les solutions, c'est les hôpitaux de jour, les hôpitaux psychiatriques ou les institutions spécialisées type IME, quand ils ont de la place. Et quand ils n'en ont pas, c'est les minima sociaux qui permettent aux familles de vivre, de survivre plutôt, où la famille va arrêter de travailler, toucher ses minima sociaux et puis s'occuper elle-même de son enfant, puisque de toute façon, elle n'a pas les moyens de faire appel à des professionnels. Ça arrive souvent, ça, des familles? Ça arrive assez souvent, ouais. Et c'est pareil, c'est des familles qui sont 10 fois plus isolées. Ça développe beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression. C'est des parents qui, malheureusement, parfois, ça arrivent à des stades très critiques où ça devient irréversible. Ils ont des actes irréversibles d'en arriver à se suicider et de partir avec leur enfant, de se suicider avec leur enfant. C'est des situations très extrêmes, mais qui malheureusement arrivent. Je ne peux pas faire de moyenne, je n'ai pas les chiffres à communiquer, mais je sais qu'il ne se passe pas 3-4 mois sans que je vois sur les réseaux ce genre de situation, quoi. Dans la 2e saison du podcast, on a voulu donner la parole aux soignants avec un portrait par métier. En interrogeant les parents, en tant qu'extérieur à tout ce milieu-là, je me rendais compte de la galaxie de métiers dont il parlait. Il disait, je regarde, il nous montrait les emplois du temps. On voyait lundi soir, il voit sa psychomotricienne, mardi après-midi, c'est le psychologue, ensuite c'est musicothérapeute, et je voyais tous ces métiers-là et je me disais, mais comment est-ce qu'ils s'organisent? Ça fait énormément de monde, ça fait plein de gens qui passent à la maison. Ça, j'ai l'impression que c'est un aspect que le grand public ne connaît pas du tout. C'est vrai que quand on est dans une prise en charge libérale, comme la majorité des parents, parce qu'il n'y a pas assez de place, ou parce que c'est un choix réfléchi des parents aussi de se dire ça sera de meilleure qualité, on ne se rend pas compte que finalement, et c'est les parents qui en parlent très bien, il faut aussi accepter que dans son quotidien, il y ait 10 inconnus qui passent dans la semaine dans leur environnement. Et donc oui, c'était effectivement aussi important de dire la prise en charge, c'est les premiers aidants, c'est les parents. Mais il y a aussi parfois au moins une dizaine de personnes qui va graviter autour de leur enfant. Est-ce qu'il y a un métier qui te paraît plus important que les autres dans tous ceux qu'on a rencontrés? Sincèrement, non, c'est complémentaire. La psychologue sans l'équipe d'éducateurs qui va mettre en place les programmes, finalement, elle a très peu d'impact. À l'inverse, les éducateurs qui ont besoin parfois d'avoir un recul sur les étapes du développement de l'enfant vont pouvoir se référer et se faire superviser par la psychologue. L'orthophoniste, si elle n'a pas l'équipe derrière qui va travailler sur d'autres aspects comme l'autonomie ou
où le fait de pouvoir communiquer par des moyens alternatifs, elle sert à rien non plus. Et développer seulement le psychomoteur en oubliant tout le reste, tous les autres aspects, ça n'a aucun sens. Donc non, il n'y a pas un métier plus important que l'autre. Je me souviens d'une personne qu'on a rencontrée qui s'appelle Delphine Laloum, qui est orthophoniste, mais qui monte aussi à cheval. Et donc elle a développé des séances d'orthophonie avec les chevaux. Elle imaginait une espèce d'utopie qui serait une grande maison où tous les métiers seraient là au même endroit et où l'enfant pourrait naviguer de l'un à l'autre et surtout où les soignants pourraient se parler entre eux. Parce que visiblement, ça avait l'air d'être un gros problème, qu'il y a très peu de communication et qu'ils n'arrivent pas à se coordonner. Bah, c'est ça. La complémentarité, elle passe par l'échange d'informations, le fait que chaque acteur soit au courant de ce qui est mis en place pour que tout le monde aille dans le même sens. Donc cette volonté de réunir tous les acteurs au même endroit et que l'enfant n'ait pas, lui, à se déplacer sur les différents lieux de prise en charge, c'est idéal. Alors ça existe, hein. Il y a des structures qui sont là pour ça. Je pense notamment au CESAD, par exemple. C'est encore trop timide et ça serait bien que ça soit beaucoup plus généralisé. Dans une journée d'un aidant, il y a beaucoup de choses à faire. Et de prendre ce temps pour téléphoner au reste de l'équipe, pour s'assurer que les gestes soient mis en place, que tout le monde aille bien dans le même sens, et ça prend du temps et il n'y a pas d'outils ou de solutions efficaces à part décrocher son téléphone. Ça peut générer aussi des choses fortes, hein. Moi, je me rappelle d'une éducatrice qui me disait « Moi, je ne peux pas travailler avec un enfant non-verbal parce que ce silence, ça me confronte à plein de choses, ça me bouleverse, j'ai l'impression de parler seule, voilà. Moi, pour mon cas personnel, c'est pas le cas. Au contraire, moi, les enfants non-verbaux, ils me touchent d'autant plus que je vais essayer de trouver des moyens alternatifs. Donc, chaque professionnel, en fonction de ce que ça va faire ressurgir chez lui, va aussi se spécialiser, va s'orienter justement plutôt vers, l'orthophonie ou la psychomotricité. Enfin, c'est difficile pour ce premier aspect. Ensuite, c'est difficile parce qu'il peut y avoir de la violence, tout simplement. Personne ne signe, je pense, pour faire un métier et grosso modo prendre le risque de se faire taper dessus ou de rentrer avec des bleus, des morsures. Et pourtant, les acteurs du médico-social, nous, on signe parce qu'on sait que c'est une des possibilités. Donc, on va tous trouver des façons différentes de décharger. Moi, c'était de faire le tour du pâté de maison avant de retrouver la sphère amicale, avant de rentrer chez moi, parce que j'avais besoin de cette soupape. Il y en a qui vont faire beaucoup de sport, il y en a qui vont avoir besoin de parler beaucoup de leur journée de travail. C'était aussi un peu mon cas. Voilà, il y a plein d'aspects qui sont difficiles, mais comme dans tous les métiers. Et je pense que quand on se connaît suffisamment bien, qu'on connaît ses limites, on peut aussi trouver des solutions alternatives pour décharger et que ce métier ne devienne pas un sacerdoce ou en tous les cas un moment douloureux ou difficile. Enfin... Je vais te poser une question que j'ai posée à tous les soignants que j'ai rencontrés. Selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour travailler avec l'autisme au quotidien, peu importe le métier? Il faut avoir l'envie de faire progresser l'enfant, c'est-à-dire de ne pas se mettre de limites, de ne pas se dire ça sera impossible d'arriver là, on part de trop bas, le niveau est trop bas. Je pense qu'il faut se dire que tout est possible. Paradoxalement, il faut aussi se mettre des limites pour pas tomber de trop haut, parce que quand on a beaucoup d'espoir, qu'on se donne toute la journée, qu'on est capable de beaucoup de sacrifices, quand on n'arrive pas à son objectif, ça peut être aussi une remise en question personnelle. Et après, évidemment, il faut de l'écoute, de la bienveillance. Il faut savoir se remettre en question, je pense, tout le temps. Tout le temps, parce qu'un geste qu'on a pu mettre en place qui n'a pas fonctionné pourra fonctionner avec un autre enfant. Inversement, un geste qui a tout le temps fonctionné, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, il va arrêter de fonctionner. Selon toi, est-ce qu'aujourd'hui en France, les personnes qui accompagnent l'autisme travaillent dans de bonnes conditions? Alors selon moi, non. Il y a le paysage médico-social en ce moment en France, il est en train de faire une vraie bascule. Là, on parle aujourd'hui de l'autisme, mais c'est vrai dans plein d'autres situations, dans plein d'autres, ce qu'on appelle auprès de plein d'autres publics. Et ce qui se passe, c'est que de moins en moins d'acteurs du social ont envie d'épouser cette branche ou d'y aller parce que tout simplement, on se dit OK pour se retrousser les manches, mais il faut moi aussi que je puisse avoir un cadre de vie qui me permette de faire ce qui me plaît, ce qui m'épanouit. Et il faut pour ça avoir des capacités financières et des ressources financières qui sont acceptables
Or, c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, c'est vraiment sur la sphère politique que ça peut se jouer. Et surtout que les politiciens comprennent l'importance de ces travailleurs sociaux. Le jour où il n'y a plus de travailleurs sociaux, que deviennent ces personnes autistes ? Et là, ça sera un vrai sujet encore plus de société que ça n'est aujourd'hui. J'ai pas la réponse à apporter, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas plus soin des métiers de l'humain, du social et tout ça ? C'est une vraie question, une vraie interrogation. Peut-être qu'on a l'impression qu'en fait, c'est des gens qui ont une vocation et peu importe ce qui adviendra, ils seront toujours présents. Je pense que ça, c'est une sensation que beaucoup de gens ont. Je pense que ça, c'est une des premières réponses. Grâce à ce podcast et toute la conversation qu'on vient d'avoir, on voit un tableau assez important de plein de chantiers à défricher pour essayer d'améliorer les conditions de vie des personnes avec autisme au quotidien et aider les familles. J'imagine que toi, quand tu as développé Original, il a fallu un peu choisir ses combats aussi. C'est quoi tes grands chevaux de bataille ? Alors effectivement, tu peux pas, il faut choisir ses combats. Ça s'est fait assez simplement. Moi, je suis partie d'une problématique que j'ai rencontrée en tant qu'éduc sur le terrain, et puis aussi des problématiques que les familles que j'accompagnais me faisaient remonter. Et je me suis dit, bon, sur cette problématique-là, qui est notamment l'échange d'informations entre différents professionnels, la coordination de l'équipe et comment se passer les informations utiles pour favoriser les apprentissages. Et en cherchant des solutions pour ces familles, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait. Et donc là, le combat, en fait, il est venu à moi. Mon combat à moi, c'est pas de, comme on dit souvent, réinventer le soleil, à se dire, bon, bah, je vais prendre une initiative qui est déjà mise en place et puis je vais faire mieux. Non, je pense que s'il y a quelque chose qui est mis en place, moi, ce que je peux apporter, c'est ma vision pour aider à enrichir cette solution. Mais par contre, ce qui est plus simple, c'est de créer une solution qui n'existe pas. Le tout premier point des parents, c'était comment je fais pour trouver mon équipe de professionnels. Donc là, les parents me sollicitaient souvent et continuent à me solliciter en personnel. Est-ce que tu connais une éducatrice ? Est-ce que tu connais une psychologue ? Donc le projet, il est né de faire ce matching, cette mise en relation, donc proposer des professionnels aux parents pour qu'ils puissent ensuite les embaucher. Après, je me suis dit, maintenant, quand ils vont recruter des professionnels, est-ce que les professionnels sont tous formés comme il le faudrait ? Donc là, on a développé un système de formation. Donc c'est des vidéos élaborées par une psychologue qui permettent à chacun de monter en compétences. On a décidé de créer une application qui va permettre à la famille de venir intégrer l'ensemble de l'équipe, donc tous les acteurs, qui vont être tous sur un même espace commun, qui est évidemment sécurisé. Ils vont pouvoir déposer tous leurs documents et puis communiquer en temps réel. Donc il n'y a plus cet aspect de il faut que la famille prenne son téléphone, demande à l'orthophoniste qu'elle met en place, ensuite communique au reste de l'équipe par téléphone. Et ce système-là, c'était une façon de pouvoir réunir tout le monde au même endroit et de faciliter la prise en charge. Pourquoi avoir décidé de créer une boîte, une société privée, plutôt que de, je sais pas, essayer d'agir en interne dans la sphère publique ou même tout simplement continuer ton travail d'éducatrice dans des associations comme tu le faisais avant ? Qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment, faut que je devienne entrepreneuse, c'est la meilleure façon d'agir ? Tout simplement parce que je pense qu'en France, il y a beaucoup d'associations de parents qui ont des enfants autistes. Bon, elles ont leur combat, mais globalement, elles vont toutes dans le même sens et pourtant, elles ne sont pas du tout fédérées. Et du coup, la force d'impact pour ensuite faire comprendre aux politiciens, au gouvernement qu'il y a des vrais besoins et qu'il faut les couvrir, c'est très limitant parce que le gouvernement va se dire mettez-vous d'abord d'accord tous et puis ensuite on essaiera de faire quelque chose. Et je me suis dit, qu'est-ce qui, en France en tout cas, peut avoir un impact ? C'est des sociétés qui génèrent un capital, qui génèrent quelque chose. Donc moi, je ne le fais pas évidemment pour faire de l'hyper-croissance ou quoi, ce n'est pas du tout ma volonté. Mais en tous les cas, de monétiser ça, c'est aussi une façon de redonner aux familles la possibilité de choisir leurs services. Et tout simplement, c'est moi qui suis décisionnaire et je n'attends pas d'un gouvernement des solutions. Donc ça, c'était une des optiques. Et tout simplement parce que pour développer cette application aussi, il fallait une structure, une entité. Et l'entrepreneuriat, c'était une bonne façon de pouvoir financer cette application et de se lancer dans l'aventure. Tu t'adresses surtout à des familles qui ont un peu de moyens. Est-ce qu'à terme, il y a aussi une volonté de pouvoir offrir des tarifs préférentiels à des familles qui peuvent pas se payer ce genre de service, justement ?
Ah bah ça, c'est une volonté, même depuis le début de l'aventure, ça a toujours été le leitmotiv, c'est de dire si je pouvais rendre complètement gratuit tous les services qu'on propose, c'est évidemment ce que je ferais. Maintenant, comme n'importe quel professionnel et acteur, c'est un vrai travail à part entière, hein, ça me prend mes journées. On a une volonté d'aller justement s'adresser aux politiques, au gouvernement, aux ARS, agences régionales de santé, au MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, qui, elles, pourraient, dans un monde idéal, et on l'espère, en tout cas on se bat pour, allouer des allocations spécifiques pour que les familles qui soient les plus précaires puissent quand même bénéficier de nos services. Et donc il y a ça, il y a le tissu associatif sur lequel je me repose beaucoup, où je fais beaucoup de collaborations aussi pour que les familles adhérentes des associations puissent bénéficier d'une aide via l'association. Donc voilà, on essaye de diversifier un peu les possibilités d'aide. C'est encore à peaufiner et on y travaille, mais en tous les cas, c'est une volonté de pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre. Chacun fait à son échelle. Je ne prétends pas avoir la solution miracle, je ne prétends pas à ce que ma solution soit la seule qui soit viable et qui convienne à tout le monde, mais c'est une solution que je propose. Et en fait, ça m'a un peu comme dans une prise en charge. Quand j'ai compris mes limites, ça allait mieux. Je me suis dit, je me mettrai aucune limite décisive. En revanche, je sais mon périmètre d'action, je sais pourquoi je le fais, je pense que ma cause est bonne. Et si ça convient pas, ça conviendra pas, mais au moins j'aurais essayé. Ce que fait ta société, dans un monde idéal, c'est quelque chose qui devrait être fait par l'État, pas par le service public. Comment est-ce que toi tu vis ça au quotidien, cette espèce de contradiction de je rends service à des familles et en même temps c'est pas moi qui devrais le faire normalement? C'est un peu le constat de ce qui m'a fait démarrer l'aventure au départ. C'était mais attends, mais c'est pas des particuliers ou des entreprises de proposer ça, c'est effectivement au gouvernement, on est en France, je veux dire, l'accès à l'accompagnement, à la santé, c'est des choses qui sont acquises, pour lesquelles on s'est battu. Pourquoi est-ce qu'il y a tout un public qui n'est pas du tout représenté là-dedans? Peut-être qu'on va attendre. Puis après, j'ai regardé en arrière, je me suis dit, mais en fait, ça fait 20, 50, 100 ans que les familles se battent déjà avec ces problématiques-là, et qu'en fait, le gouvernement ne bouge pas. Donc moi, j'ai pas la prétention d'aller changer le monde ou changer le gouvernement ou la vision des politiques. Mais par contre, d'attendre sans rien faire, non, c'était pas du tout dans mon optique. Donc le positionnement se fait assez simplement. C'était plus, soit on attend effectivement que ça soit au gouvernement de le faire et on sait pas combien de temps on va attendre et c'est encore des générations de familles qui vont souffrir en attendant. Soit on se lance maintenant et ça va peut-être interpeller les politiques, le gouvernement, à se dire, tiens, c'est pas normal qu'il y ait des entreprises qui se lancent là-dedans. Et c'est souvent ce que je réponds aux familles. Pourquoi pas, le gouvernement peut racheter l'idée, peut développer ces idées-là, mais voilà, il faut souvent que ça soit une initiative personnelle avant que ça devienne une initiative publique ou collective. Et moi, je suis persuadée que le paysage est quand même en train de changer et c'est de plus en plus mis en avant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme que l'État, l'hôpital public se repose sur des initiatives privées qui font leur travail à leur place? Alors qu'elles se reposent sur les initiatives privées, à la limite, pourquoi pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas laisser faire le gouvernement à le laisser inactif. Si on se dirige dans cette optique-là, je pense qu'il y a une chance que ça ne soit pas juste super, on n'a rien eu besoin de faire, finalement ils se sont débrouillés tout seuls et tant mieux pour nous. Je pense qu'il faut... Le combat, il est en deux étapes. C'est d'abord d'y aller, proposer la solution, leur dire, vous voyez, c'est faisable. Et ensuite, maintenant que c'est fait, c'est quoi votre excuse pour pas financer, pour aider les familles? Voilà, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, me dire, ok, c'est vrai que c'était peut-être pas à toi de t'engager dans ce combat. Ça aurait été plus simple de rester éducatrice. Ça aurait été plus simple de faire un métier que je connais, sans embûches. Mais en même temps, je sais pourquoi je le fais. Et de temps en temps, si ça peut m'arriver de l'oublier, c'est quoi, pendant 1 heure ou 2 où je vais me poser 1 milliard de questions et puis tout d'un coup je me dis attends, n'oublie pas que la finalité c'est ça et tu sais pourquoi tu y vas, donc retrousse-toi les manches, quoi. Merci beaucoup Marine. Merci à toi Brice. Et peut-être juste rappeler, donc ta société c'est Originel, le site internet c'est www.originel.fr. Et tous les podcasts qu'on a réalisés ensemble, on peut les retrouver sur à peu près toutes les applications de podcast, Spotify, Apple, Deezer, en tapant Atypique, 3 petits points et alors. À bientôt. À bientôt.
Thank you.